le capitaine Armstrong. Le premier homme à avoir foulé le sol d'un autre corps céleste que la Terre. C'était il y a 25 ans, le 16 juillet 1969. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower clear. Neil Armstrong reporting the roll and pitch program with Apollo 11. C'est la réalisation d'un des plus grands rêves de l'humanité. Se promener sur le corps céleste le plus proche de la Terre. Je voudrais commencer par une remarque, c'est que ça fait 25 ans que les hommes sont allés sur la Lune, et depuis ce temps-là, plus rien n'a été fait dans ce sens de façon vraiment efficace. Alors, on a marché sur la Lune dans des paysages relativement doux, ressemblant un peu aux Vosges, secs évidemment. On a conduit des voitures sur la Lune, et puis c'est tout. Et depuis ce temps-là, plus rien. Alors il serait temps, en vue de l'exploration et de l'exploitation future de notre satellite, que l'on pense à, par exemple, faire du caravaning. Du caravaning pour pouvoir exploiter au mieux une station lunaire, une base lunaire permanente habitée. Alors évidemment, j'ai en arrière-pensée SETI là-dedans, c'est que sur Terre, on sera de plus en plus gêné par l'activité technologique humaine, qui est normale, mais qui crée de plus en plus de parasites radio, ce qui fait que dans 20 ans, une vingtaine d'années, on ne pourra plus faire de la radioastronomie de grande sensibilité à partir du sol, et en particulier SETI. Alors, le seul endroit dans le cosmos accessible où on ne soit absolument pas gêné par ça, c'est la face cachée de la Lune. Derrière la Lune, on ne voit jamais la Terre, donc on ne voit pas, on n'entend pas les ondes radio non plus, les parasites radio non plus. Alors il faudrait pouvoir aller s'installer là-bas, mais quand on dit ça aux futurs explorateurs, on se fait jeter parce qu'ils croient qu'on leur veut toute la face arrière de la Lune. En fait, j'ai regardé la question un petit peu en détail. Il nous suffirait d'avoir réservé un certain cratère bien spécifique, bien placé, qui est le cratère Saa, sur l'équateur lunaire, un peu derrière, pas trop loin d'une future base habitée humaine qui pourra se faire par la suite, et qui a 100 km de diamètre, entouré d'un bon mur, et c'est là qu'il faudrait réserver les futures observations SETI. Dans le nord-ouest de l'Australie, on a retrouvé les preuves que la vie existait déjà sur Terre il y a 3,5 milliards d'années. Les strates rocheuses sont la chambre forte des fossiles préhistoriques. Il y a 2,3 milliards d'années, des algues bleu-vert ont formé les structures stratifiées qui sont aujourd'hui devenues des stromatolites fossiles, sans doute la forme de vie la plus ancienne. D'autres strates rocheuses nous racontent ce qui s'est passé après la mort des mollusques à coquilles en spirale, il y a plus de 100 millions d'années. Mais que peuvent nous apprendre les roches sur les premières cellules vivantes? Ces pierres ont 3,5 milliards d'années. Les fossiles qu'elles contiennent sont invisibles à l'œil nu. Seul un microscope pouvant agrandir 1000 fois peut distinguer le micro-organisme qui vivait à l'aube de la vie. Il s'agit peut-être des premières cellules vivantes, une des premières expériences de la nature sur les gènes, des entités capables de respirer et de se reproduire, celles d'où a découlé la vie sur Terre.
Sur notre planète, le feu de la vie s'est développé dans ces petits micro-organismes. Avec le temps, il n'a cessé d'être alimenté d'une génération à l'autre, sans interruption, pendant 3,5 milliards d'années. L'ère des micro-organismes a duré beaucoup plus des 3/4 de l'histoire de l'évolution. Les mers en étaient pleines. Les premières traces de réorganisation de cellules vivantes en organismes plus grands remontent à 600 millions d'années. Il y a 400 millions d'années, les poissons apparurent. Dès lors, l'évolution s'accéléra. Il n'y a que 4 millions d'années, à minuit moins 1 seconde de la longue journée de l'évolution, que l'homme fit sa première apparition et commença à comprendre sa position par rapport au Soleil. Mais qu'a-t-elle donc de si spécial, cette étoile qui a nourri des milliards et des milliards d'êtres vivants sur notre planète ? Chaque étoile a une durée de vie prévisible d'après la masse dont elle a été dotée au cours de sa formation. Le noyau de toutes les jeunes étoiles brûle de l'hydrogène à une vitesse inimaginable. Une étoile 10 fois plus grande que notre Soleil met plusieurs millions d'années pour se consumer. Elle finit par succomber sous l'explosion d'une supernova. Une étoile dont la masse est le double de celle du Soleil peut survivre 1,3 milliard d'années avant de devenir une vieille géante rouge et d'exploser, laissant derrière elle un anneau de détritus en expansion. Une planète proche de cette étoile risque de subir le même sort avant même que des formes avancées puissent évoluer. La masse du Soleil à sa naissance est telle qu'il mettra encore 10 milliards d'années avant d'évaporer sa surface. Sachant qu'il a fallu au moins 3 milliards d'années pour qu'une forme de vie intelligente se développe sur Terre, les astronomes estiment qu'une étoile doit avoir une masse initiale inférieure à 1,5 fois celle du Soleil pour qu'une évolution similaire à la nôtre ait le temps de se produire sur une de ces planètes. Voilà qui limite les recherches d'E.T., même si, aussi incroyable que cela puisse paraître, environ 40% des étoiles de notre ciel ont une masse semblable à celle du Soleil. Ces étoiles peuvent donc se consumer suffisamment longtemps pour que des formes de vie intelligentes se développent sur leurs planètes respectives. Si nous avons des équivalents sur l'une des 200 milliards d'étoiles de notre galaxie, nous savons où aller les chercher. Mais quel aspect auront-ils ? Et seront-ils constitués comme nous ? Nos corps et nos sens sont adaptés à la vie sur Terre. La chasse et l'instinct grégaire ont ouvert la voie à des méthodes plus technologiques pour tirer profit du sol, des océans et des cours d'eau. Mais fondamentalement, nous pouvons voir, percevoir, sentir, entendre et nous déplacer en surmontant la gravité, protégés du soleil. Il existe des myriades de formes de vie sur Terre. Gregory Benford s'est rendu à Tucson, en Arizona, pour rencontrer un homme capable d'associer l'astronomie, la biologie et l'art pour imaginer de quelle sorte de corps E.T. aurait besoin pour vivre sur une autre planète. Docteur en astronomie, William Hartmann est un chercheur spécialisé dans l'évolution du système planétaire. Aujourd'hui, il présente à son collègue un monde imaginaire totalement submergé par un océan, une planète d'eau.
It's multiple rim systems. Expend a lot of ice into the atmosphere of the body, that might produce an extra transient surge of water, something like that. Ces créatures, qui selon Hartmann rappellent une méduse, habitent dans les abysses océaniques, absorbant l'énergie thermique de l'activité volcanique sous-marine. Il existe une forme de vie semblable sur Terre, vivant grâce à la chaleur et aux substances chimiques recrachées par les orifices du fond marin. Selon le professeur Hartmann, dans un océan planétaire tel que celui-ci, l'évolution aboutirait à une intelligence extraterrestre capable de manipuler des instruments plus ou moins comme nous le faisons avec nos mains. La sélection naturelle agit dans le cosmos. Peut-être un jour, des civilisations extraterrestres communiqueront avec nous. Notre monde tend l'oreille. Le projet SETI, recherche d'intelligence extraterrestre, utilise le radiotélescope d'Arecibo à Porto Rico. Le programme SETI de par le monde est entrepris par plusieurs centres. Évidemment, la NASA a été coupée de tout crédit pour SETI par le Congrès américain, mais son ex-programme a été repris avec l'instrument par l'Institut SETI, un institut privé, et doit fonctionner pendant 10 ans, en observant en Australie aussi, revenir à Arecibo, peut-être venir en France aussi. Alors, les autres universités qui ont des programmes sont aux États-Unis, principalement l'Université de Berkeley, qui fonctionne depuis une bonne demi-douzaine d'années et qui possède le plus grand nombre de canaux simultanés, 170 millions de canaux simultanés. Il y a l'Université de l'Ohio, qui en fait est la plus ancienne à fonctionner dans SETI depuis 20 ans et qui perfectionne ses systèmes. L'Université de Berkeley, qui aussi fonctionne depuis des années avec 10 millions de canaux, et est en train de viser le milliard de canaux, ce qui n'est pas rien. Et cette Université de Berkeley a construit un deuxième instrument qui est installé en Argentine, derrière un radiotélescope de 30 mètres. Et enfin, surtout, pour notre côté en France, nous avons le radiotélescope de Nancy, qui appartient à l'Observatoire de Paris, qui est le deuxième plus grand du monde pour les ondes SETI, et qui est situé en Sologne, et constitué de deux grands réflecteurs, un plan inclinable, un sphérique fixe, qui renvoie les signaux en son foyer. Et en ce moment, on est en train de moderniser le système focal, où les ondes s'engouffrent, pour en faire un instrument de nouvelle génération, en fait, qui pourra vivre au niveau international pendant une quinzaine d'années, car ce nouveau système focal permettra d'augmenter de 5 à 6 fois l'efficacité du radiotélescope. Donc, lui aussi pourra se consacrer à SETI en partie. Au centre de recherche Ames de la NASA, le projet SETI est surveillé en permanence par le professeur Ken Kullers. Celui-ci a perdu la vue quand il était jeune. Il est assisté de sa femme et du professeur Jill Tarter. L'observation des ondes radio est confiée à l'oreille désormais experte du professeur Kullers, ainsi qu'à celle de la gigantesque antenne sphérique. Un ordinateur parlant identifie les ondes radio reçues par le professeur Kullers. Naturellement, le cosmos est traversé par d'innombrables ondes radio. La tâche la plus complexe consiste à éliminer, une après l'autre, les émissions provenant de chaque étoile et galaxie, dans l'espoir d'isoler tout signal artificiel dans le bruit de fond de l'univers.
Kent Cullers espère un jour être le premier homme à entendre la voix d'E.T., une fois les ondes radio converties en son. Pour le moment, sa patience n'a pas encore été récompensée, même si dernièrement, des signaux très encourageants ont été enregistrés. Malheureusement, la source de ces transmissions provenait de satellites artificiels. L'homme s'écoutait lui-même. Informations météorologiques, données militaires, même quelques interférences avec des satellites défunts. Avec la multiplication des satellites, la voix d'E.T. devient chaque jour plus difficile à reconnaître. Il y a plus de 7000 objets plus grands qu'un point en orbite autour de la Terre, y compris les fragments et les satellites lancés par l'homme. Ce nombre continue à croître et le projet SETI est assourdi par des parasites artificiels. All right, that was 10, 20. That was too much. 10 Too much. takes. Now see if the little control will do any good. No, Probably I've not. got that You got that turned? all the way. Oh, I see. Au SETI Institute, on envisage certaines contre-mesures pour limiter ce problème. Attenuate the synthesizer. Le professeur Cullers et son équipe espèrent pouvoir introduire les données des satellites en orbite dans un ordinateur. Celui-ci, en cours de réalisation, devrait pouvoir identifier et éliminer automatiquement les nouvelles interférences. Parmi les signaux les plus étranges captés normalement par les appareils domestiques, celui-ci est certainement le moins assourdissant. Pourtant, enfoui sous le vacarme de l'humanité, ce pourrait être un E.T. qui nous appelle. Je crois en l'existence des E.T. et je pense qu'ils lancent eux aussi des signaux. Mais je ne sais pas encore si ceux qui sont le plus près de nous sont suffisamment proches ni suffisamment puissants. J'espère que oui, mais il n'y a aucune garantie. En attendant, je continue d'essayer. Et si E.T. transmettait un message, à qui serait-il adressé? Si on captait un message, il ne serait certainement pas adressé à la Californie ou à Porto Rico, mais à la planète Terre dans son ensemble, à l'humanité tout entière. Il serait la propriété de tous, et que ce soit les chercheurs américains ou russes qui l'identifient n'aurait aucune importance. Nous serions tous réunis par la révélation d'un signal de ce genre. Il concernerait la planète, car nous faisons partie d'un univers plus grand. Dans ce sens, les différences internes deviendraient secondaires, comme les différences entre blancs, noirs, russes, américains, indiens, espagnols ou français. Nous serions tous égaux face aux différences entre l'homme et la technologie qui transmet le signal. En 1990, j'ai organisé en France le 3e symposium international de bioastronomie, où une bonne centaine de spécialistes de tous les pays sont venus discuter de cette recherche de vie dans le cosmos. Alors on s'est établi, on a été reçus dans un charmant petit village de la vallée de la Haute-Maurienne, Valseny, et puis le hasard a voulu qu'on soit pratiquement au pied du mont SETI, qui est une montagne, là, dans la Vanoise, qui a 3000 mètres d'altitude. Donc, c'était un bon présage, je pense. Et c'est là qu'on a pu discuter. Depuis ce temps-là,
Il y a eu le 4e symposium et on est en train de penser évidemment au futur symposium. En 1996, il y en aura un à Capri, un endroit privilégié aussi. Ce matin, pour la première fois, nous avons reçu une communication radio provenant d'une civilisation extraterrestre habitant dans un point distant de notre galaxie. Quel titre! Comment les gens réagiraient-ils en apprenant que E.T. existe? L'humanité préparerait-elle immédiatement une ligne politique officielle pour répondre? Récemment, 100 chercheurs appartenant à l'élite de la cosmologie de 15 pays se sont réunis dans un village des Alpes pour décider qui devra répondre et ce qu'il dira. Jill Tarter du projet SETI y participait. La NASA a déjà proposé une procédure internationale, selon laquelle, en cas de réception d'un signal de cette nature, il faudra s'assurer de son authenticité au-delà d'un doute raisonnable avant de rendre l'information publique. En outre, la réponse devra être formulée par une organisation internationale. Sur ce sujet, 2 points sur 9 ont déclenché des débats animés. Selon moi, on peut toujours cogiter sur des protocoles et des normes à suivre. La personne qui fera la découverte en question aura beaucoup de mal à garder le secret. Comment fait-on pour dormir tranquille quand on est le dépositaire du plus grand secret du monde? Tous les médias l'apprendront en un rien de temps et la nouvelle risque d'avoir des répercussions graves, surtout sur les plus jeunes. Il faudrait commencer à préparer l'opinion publique parce que cela pourrait bien arriver un jour. Je suis d'accord. Les chercheurs devraient respecter un code de déontologie et les médias être prêts psychologiquement à aborder la question. Cela pourra arriver n'importe quand. Je doute qu'une organisation internationale, y compris les Nations Unies, soit en mesure de décider où et comment répondre, compte tenu de l'énorme signification politique, et également militaire et stratégique, qu'aurait un contact éventuel avec une intelligence extraterrestre. Et après tout, comment savoir si notre interlocuteur est animé de bonnes ou de mauvaises intentions? Peur, émerveillement, curiosité, confusion. Comment réagiraient les 5 milliards d'habitants de notre planète, soudain si vulnérables? Désormais, l'idée de bavarder avec E.T. n'est plus un fantasme de science-fiction, mais une éventualité admise par la science. Il suffit d'un signal radio capté dans une des grandes villes de la planète, Londres, Tokyo ou New York, pour enregistrer la transmission la plus importante de l'histoire de l'humanité. Voici la profusion technologique de Times Square. Je me demande s'il existe un Times Square quelque part ailleurs dans le ciel. Ce qui est sûr, c'est que si le projet SETI, qui s'occupe exclusivement de la recherche de vie extraterrestre, devait capter une forme de vie intelligente, celle-ci serait très semblable à la nôtre. Je suis également certain que les recherches se poursuivront jusqu'à ce qu'on obtienne une réponse définitive. Oui, ils existent ou non. Nous sommes seuls, indépendamment des répercussions sur l'humanité. Si c'est oui, alors s'ouvrira pour nous un horizon inimaginable de connaissances et de conscience. En effet, savoir qu'une autre culture existe pourrait modifier nos concepts de base. Si c'est non, alors nous devrons assumer une terrible responsabilité, car si nous échouons, c'est toute l'intelligence de la galaxie qui disparaît avec nous. C'est pour cette raison, je crois, que la galaxie nous est ouverte, nous incitant à nous comporter avec sagesse. Nous sommes investis d'une responsabilité cosmique. Si la réponse est non, je pense que d'ici quelques siècles, les hommes se mettront à parcourir l'espace des étoiles pour tenter de comprendre pourquoi nous sommes seuls et qui nous sommes réellement.